les matchs de Saudi Pro League, Kings Cup et de l'équipe de France Espoir disponibles gratuitement sur Twitch et YouTube Zach Dany et sur toutes les Freebox de France au canal 181. Le fonds d'investissement Ares, qui avait prêté une grosse somme à John Textor pour le rachat de l'OL, veut récupérer 250 millions d'euros. Est-ce que quelqu'un dans le chat peut leur avancer cette somme? Attends, vous savez quoi? Je vais poser une question honnête. Pourcentage de millionnaires en France. En France, il y a 4,25% de millionnaires. Voilà, 4,25%. J'ai à peu près 1000 viewers. Donc sur 1000 viewers, ça veut dire que techniquement, il y a, si on prend la moyenne de la population française, 4 millionnaires. Est-ce que dans le chat, il y a un millionnaire? Voilà. Est-ce que dans le chat, il y a un millionnaire? Moi, ça m'intéresse. Il n'y a pas... Et en plus, non, ça ferait 40. Eh oui, parce que s'il y avait 100 viewers, ça ferait 4. Mais vu qu'il y en a 1000, ça ferait 40. Est-ce qu'il y a un millionnaire? Genre comme ça, un petit millionnaire. Quelqu'un qui a 1 million de patrimoine dans le chat. Textor prenait de la coke aux grandes Vénitieux, preuve à l'appui. Bah écoute, on est vraiment heureux de l'apprendre. C'est toi? Moi. Les gars, vraiment, si vous croyez que j'ai 1 million, vous êtes loin de la réalité de ma situation financière. Par contre, je suis en train de faire mon bilan 2025 et on a peut-être atteint le million de CA. Mais à côté du CA, il y a quand même beaucoup de coûts. Donc je pense qu'on est évidemment rentable, mais je n'ai pas 1 million. Par contre, là, un truc qui pourrait valoir 1 million à l'avenir, et ça je vous le dis, c'est les parts que j'ai dans la Castallerie. J'ai des parts, de la Castallerie qui valent des sous. Après, bon, c'est si jamais je devais les revendre, mais actuellement ce n'est pas d'actualité. Mais voilà, t'es pas millionnaire à cause de Uber Eats. Non, je ne suis pas millionnaire. Société avoisinant les 8 millions et fortune personnelle de 2,3. Putain, c'est propre. La Zach Nani Prod, ça vaut de la caillasse aussi. Bah, en vrai, pas tant que ça, parce qu'en fait, ça dépend que de moi. Et en fait, du coup, ça vaut pas vraiment d'argent parce que c'est ne dépendant que d'une personne et de son activité, tu vois. Mais le jour où je suis millionnaire, vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant. Je vous le dirai, ça y est, on y est. Voilà, je suis riche dans mon cœur, exactement. Je suis riche de sentiments. Après, alhamdoulilah, pas millionnaire, mais pas à plaindre, hein, qu'on se le dise. Hein. Je rigole, Zach, je suis au chômage. Je suis pas étonné. Voilà. Les gars, ton arrière-plan, on dirait tellement un fond vert. Bah, ce n'est pas un fond vert, pourtant. Let's go. On va lire tout ça. Le fonds d'investissement Ares, qui avait prêté une grosse somme à John Textor pour le rachat de l'OL, veut récupérer 250 millions d'euros. Ouh, ça c'est intéressant. Le fonds d'investissement qui a prêté 425 millions d'euros à John Textor pour racheter l'OL en 2022 réclame le remboursement de sa dette auprès d'Eagle et cherche à évincer définitivement l'homme d'affaires américain. Aïe, 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 Johnny Boy! Johnny Boy! L'étau se resserre, mon pote! Johnny Boy, tu dois 250 millions là! Comment vas-tu faire? C'est quand même intéressant de se dire qu'ils avaient prêté ça en 2023. Donc ils avaient prêté 425. Avec les taux d'intérêt, etc., ça doit être bien plus élevé. Et ils réclament 250 maintenant. C'est-à-dire qu'une partie a été remboursée. On se demande bien de quel compte bancaire on puisse sortir les sous qui ont servi à rembourser ce prêt. Hein. Ce n'était évidemment pas du tout un achat à effet de levier. Il nous l'avait dit, il nous l'avait promis, et il a vraiment une parole. Bref. Il y avait également, comme il le dit de toute façon, les parts de Crystal Palace aussi. Mais vas-y. Sur les informations rapportées par Bloomberg, Ares a présenté la facture à Eagle, la structure englobant OL, Botafogo, Molenbeek. Le fonds d'investissement avait prêté 425 millions d'euros à John Textor pour acheter l'OL. Après avoir récupéré 175 millions l'été dernier avec la vente de ses parts de Crystal Palace par l'homme d'affaires américain, elle veut obtenir 250 millions et vite, sans doute via l'activation d'une clause de paiement sous 2 semaines. Il y avait une clause de paiement sous 2 semaines. Parce que clause de paiement sous 2 semaines, quand même, les mecs, c'est rapide pour payer clause de paiement sous 2 semaines. Hein. Putain, le fait qu'il y ait une clause où ça peut exiger le paiement sous 2 semaines, je trouve quand même assez étonnant. Ares a abandonné tout espoir de règlement amiable et a perdu toute confiance envers l'ancien président de l'OL. Oui, logique. Ce dernier a épuisé ce qui lui restait de crédit le mois dernier quand il avait demandé la révocation des 2 administrateurs indépendants avant l'Assemblée Générale des actionnaires du club lyonnais, quand il avait fait salement pitié. C'est normal dans ce genre de contrat. Ah ouais, c'est normal.
Genre on te prête 400 et des briques et il y a une clause où boum, d'un coup tu peux payer, t'as 2 semaines pour nous rembourser. Putain, c'est sévère. Hein. Après, je vous crois parce que je suis pas du tout je n'ai jamais été dans ce monde des affaires financières où on parle de ce genre de somme. Une vente forcée ou une prise de contrôle de l'OL. Il a été révoqué avec effet immédiat le 28 janvier dernier de son poste de directeur d'Eagle Football Holding Bidco, mais aurait contracté malgré tout pour le compte de Botafogo un prêt auprès d'Uton Capital, un fonds désapprouvé par la DNCG lors du passage infructueux de l'OL en juin dernier. Cela alors que la situation du Floridien est plus fragile que jamais au sein du club de Rio de Janeiro. Vous vous rappelez quand ce sale chien, désolé de le dire comme ça, il avait fait un truc, je sais plus c'était quoi, c'était pas une espèce de... Il avait vendu une partie des droits TV de l'OL, il voulait vendre une partie des droits TV de l'OL avec de l'avance, un truc comme ça, ou alors c'était une partie de tous les revenus... En gros, il avait hypothéqué une partie des revenus contre un prêt de l'OL, il voulait le faire. Genre c'était une singerie. Il avait essayé de présenter ça à la DNCG. La DNCG lui avait dit d'aller se faire foutre. C'est fonds de pension américain contre un pourcentage sur les transferts. Je crois que c'était un bail comme ça. Je me rappelle plus exactement, mais c'était une espèce d'hypothèque d'un pourcentage des revenus de l'OL contre un prêt immédiat. C'était la DNCG lui avait dit va te faire foutre. Ces violations de contrats insupportables aux yeux d'Arès auraient déclenché les grandes manœuvres. Une fois Textor dehors, se poserait la question de la gouvernance et théoriquement, le fonds d'investissement pourrait lancer une vente forcée des clubs pour récupérer sa mise ou prendre directement le contrôle de l'OL, le seul qui ait une valeur importante. Parce que c'est vrai que Botafogo encore ça doit avoir une valeur, mais Molenbeek, avec tout le respect... Michel Kang, la présidente qui a succédé à John Textor tout en apportant des liquidités, avait précisé lors de l'AG des actionnaires que tout ce qui concernait les finances d'Eagle Bidco était hors périmètre et le redressement sportif et financier mis en œuvre sous sa gouvernance ne peut pas déplaire à Arès qui a déjà de fait la haute main sur l'avenir de l'OL. Heureusement, Olas avait vu juste en vendant à Textor, il ferait un super parcours s'il se lançait en politique. Putain. Alors, là se pose la question que si John Textor ne rembourse pas les 250 millions sous 2 semaines, est-ce qu'il va y arriver ou est-ce qu'il y a encore une entité folle dans le monde des affaires américaines pour accepter de lui prêter peut-être un surprêt, hein, sait-on jamais. Mais bref, si jamais il ne réussit pas à dégainer les 250 millions sous 2 semaines, eh ben il se peut que Arès récupère le contrôle de l'Olympique lyonnais. Et si Arès récupère le contrôle de l'Olympique lyonnais, il va se poser plusieurs questions. On devient quoi ? Est-ce que Arès, laisse comme c'est actuellement avec Michel Kang, etc., à un club qui a de la valeur et nous revend plus tard quand on est retapé un peu ? Est-ce qu'ils essayent de nous vendre tout de suite ? S'ils nous vendent, qui nous achète ? Et à quel prix ? Parce que, ok, on a un stade, on a machin, on a ce que tu veux, mais on a aussi une dette assez colossale. Pas grand monde, je pense, a envie de mettre des centaines de millions dans un actif aussi endetté. Après, l'avantage, c'est que le coût du club coûtera moins cher qu'en 2022. Les Qataris ont déjà le plus grand club possible en France avec le PSG, la capitale, machin, nanan. Je vois pas ce que les Qataris viendraient faire à l'OL. Et qui achèterait l'Olympique Lyonnais dans cet état ? Les Saoudiens. Après, les Saoudiens, ils ont déjà Newcastle. Je vois pas trop l'intérêt pour les Saoudiens de nous racheter tout de suite. McCourt, personne en vrai. Non, mais après, le monde est vaste. Hein, tu vois, il pourrait y avoir des racheteurs intéressés. Mais moi, je vous donne mon opinion. Il voulait l'OM, donc pourquoi pas l'OL ? Alors, l'intérêt saoudien pour l'OM... faut encore est encore à prouver. Bon, en dehors de la vanne, moi, si je peux donner une opinion comme ça, voilà, une opinion comme ça, actuellement, si Arès récupère le contrôle du club, et de toute façon, avec tout ce qui se passe au niveau de la Bidco, etc., c'est un peu comme si Arès avait déjà le contrôle du club, donc en fait, ça ne ferait que d'entériner ça de surcroît. Actuellement, si ça ne tenait qu'à moi, je ne toucherais rien. Arès possède le club,
mais n'en assure pas la gestion. La gestion, c'est le sportif et Michel Kang. Arès rembourse la dette au fur et à mesure du club, enfin laisse le club reprendre de la valeur avec le remboursement de la dette de celui-ci, une meilleure situation sportive et tout. Puis nous revendra un moment quand la valeur de l'OL aura remonté. Parce que je pense que même si on fait une meilleure saison sportive, je pense que la valeur de l'OL actuelle est évidemment plus haute que l'été dernier, mais moins haute qu'en 2022 quand on a été racheté. Donc, parce qu'on a refinancé notre dette, mais donc du coup elle a grossi, par contre elle a une échéance plus longue. Donc en vrai on doit des sous, mais je crois que l'échéance est à 20 ans, donc à 2045 à peu près. Donc je crois qu'on a combien, 700 millions de dettes, un truc comme ça, ou peut-être 800 même, hein. Ça ne m'étonnerait pas que c'est 8. Allez, on va dire 700, je coupe la part en deux, 6, 800, 700. 700 divisé par 20 ans, ça fait qu'on rembourse peut-être 20-30 millions par an. Donc 20 à 30 millions par an. Le fait que Arès reprenne le contrôle, ça fait que le collatéral, donc c'est-à-dire l'hypothèque sur le stade, n'est plus présente. Donc ça veut dire que actuellement, quand tu revends l'OL, tu revends aussi la valeur de son stade. Donc du coup, tu revends un club, tu revends une marque, tu revends l'équipe, mais tu revends aussi le stade et les dettes. Donc ah oui, c'était 500, c'était pas 700, ouais, c'était 500, excusez-moi. Donc 500 divisé par 20 ans, l'OL rembourse pour 20-25 millions de dettes par an. À l'échelle de l'OL, rembourser 20-25 millions de dettes par an, c'est faisable. D'accord, c'est pas, ça reste une charge financière, mais c'est pas impossible d'imaginer le faire. Donc maintenant, la valeur de l'OL, il faut juste aussi se poser la question de, on va dire, est-ce que la valeur de l'OL peut encore augmenter ou non? C'est-à-dire que si, imaginons, l'OL est qualifié en Ligue des Champions cet été, etc., est-ce qu'au final, c'est peut-être pas le meilleur moment de le vendre, ou est-ce que tu laisses quelques années supplémentaires, la dette dégrossir un petit peu, et au final y aller peut-être dans 3, 4, 5, 6 ans, avec 100, 150 millions de dettes en moins? Je sais pas. Je pose la question, tu vois, comment ça se passe à ce moment-là. L'OL cet été aura moins de déficit structurel, parce que l'OL a une moins grosse masse salariale, elle a enfin dégrossi, magnifique. Donc vu que l'OL aura moins de déficit structurel, il faudra vendre moins de joueurs pour être à l'équilibre. Après, la réalité, c'est que tout va dépendre de t'es en Ligue des Champions ou t'es pas en Ligue des Champions. Qu'est-ce que t'as fait en Europa ou qu'est-ce que t'as pas fait en Europa? Est-ce qu'on est allé en 8e, en quart, en demi, en finale? Est-ce qu'on l'a gagné? Soyons fous. Toutes ces questions vont réellement orienter tous les moves possibles de l'été prochain. Voilà. Maintenant, ouais, 500 millions de dettes sur 20 ans, une situation financière quand même améliorée, une situation sportive plutôt positive. Ouais. On va voir. Là, le difficile, c'est pour John Textor, et l'inconnu, c'est pour l'Olympique Lyonnais. Les Saoudiens, ce serait le feu, ils n'ont pas de club en Ligue 1. Ouais, mais après, est-ce que les Saoudiens veulent un club dans tous les pays? Je sais pas. Et puis, moi, je vais redire un truc. J'ai toujours, et si vous m'écoutez parler foot depuis longtemps, j'ai toujours été contre le principe de club étatique. J'aime pas quand les États possèdent des clubs, parce que les États sont des puissants fonds qui peuvent se permettre, qui pour moi déséquilibrent beaucoup de choses, et c'est valable pour tous les clubs étatiques, hein, Manchester City, tout ce que tu veux. Donc personnellement, je serais pas fan que l'OL passe sous le pavillon d'un État. J'aime pas trop ce principe-là. Après, un État qui veut faire le foot chez lui et qui investit comme en Arabie ou ailleurs, bon, ça, ils font ce qu'ils veulent. Mais les États qui achètent un club à l'étranger, qui le surfinancent et qui après derrière en font une vitrine, j'aime pas trop ces trucs-là. Donc, globalement, moi, si on me dit qu'un État rachète l'OL, je vais pas être hypocrite, hein, je continuerai à supporter mon club, tu vois, mais ce n'est pas le principe de gestion dont je suis le plus fan. Maintenant, si c'est pour être pour un fonds de pension américain, un truc de merde comme ça, c'est pas forcément bien mieux, les fonds de pension américains. Moi, vous savez, ce serait quoi mon rêve? Voilà, je vous donne mon rêve. Mon rêve, hein. Enfin, c'est un rêve, façon de parler. En vrai, rêve, ce qui serait beau, ce serait une gestion qui passerait peut-être par un système de socios, où des gens ou des fans ont un impact, etc. Bon, en France, c'est pas le truc qui est le plus répandu. Sinon, un propriétaire, soit comme Ougourlian de Lens, soit comme McCourt, ce serait un peu tout ce que l'OL peut essayer d'espérer de mieux. C'est-à-dire un milliardaire qui met des mecs aux sportifs, qui éponge quelques trous quand il y a besoin, sinon qui veut une gestion saine et qui se mêle pas trop des trucs. Ce serait aussi une possibilité positive, je pense.
Parce qu'un big fonds de pension américain ou tout ce genre de choses, ça me fait pas kiffer. Voilà, ça me fait pas kiffer. Merci Antilope pour l'enseigne. Des fans de l'OM crachent sur McCourt, ils se rendent pas compte de la chance qu'on a de l'avoir. Bah évidemment. Alors après, là, je comprends parce que McCourt, il a voulu mettre chez Razad Semsar, et qui est, quand on regarde son Twitter, une pro-Israël à la mort, sur la question palestinienne et des questions géopolitiques, il se passe rien, non, vive Israël, machin, nanan. Donc je comprends que des gens voient ça d'un mauvais œil. Mais globalement, sur l'ensemble de son rachat, oui, ça a été positif. Du coup, ça veut dire que Michel peut partir à court moyen terme. Oui, c'est possible. Michel possède des parts dans Eagle, mais si Eagle n'a plus le club, bah, est-ce que Michel a encore... Après, Michel a mis des sous à échelle perso, donc elle possède peut-être des parts, mais elle serait peut-être une actionnaire comme une autre, dont la présidence peut venir à la fin. Peut être mise à la fin, pardon. Donc, on va voir. McCourt, il commence à en avoir marre de mettre du bif sans retour, je crois. Bah, il va demander un équilibre, c'est sûr. Il va pas remettre 50 millions chaque année. Mais globalement, c'est une typologie de proprio qui est plutôt cool, tu vois. Où t'as pas trop à t'inquiéter. Genre, même en soi, j'ai dit McCourt, j'ai dit. Il y a Rennes aussi. Hein. Rennes est un trou Afrique. Hein. Rennes est un trou Afrique. Rennes, c'est l'un des rares clubs qui, ces dernières années, a eu plusieurs saisons où leur masse salariale était plus élevée que tout leur chiffre d'affaires. Rennes était en déséquilibre à la mort et pourtant ils n'ont jamais eu de soucis financiers outre mesure, tu vois. Après, derrière, ils ont eu des soucis sportifs, mais globalement, c'est des soucis d'ordre sportif. C'est pas le proprio qui s'emmerde, tu vois. Donc voilà. Merci Bantube pour le resub. Après, quand tu es propriétaire d'un club, tu perds de l'argent au niveau rentabilité, c'est le pire investissement. Ça dépend. Ça dépend, je dirais, parce que quand même, un truc qui est intéressant, c'est que le PSG, par exemple, a perdu, donc les Qataris ont perdu, c'est un État, mais ils ont perdu quand même énormément de fric à Paris sur les 10 ans, ça se compte en milliards. Par contre, là, ils viennent de faire rentrer Arctos au capital, et Arctos donne avec ce qu'ils sont rentrés au capital, ça donne une valorisation quand même extrêmement élevée du club. Il y a un monde où ils s'y retrouvent plutôt bien à la fin, quoi, tu vois. Donc, merci Bantube, merci Zoriac. En plus de ce qu'ils ont réussi à se faire avec la Coupe du Monde au Qatar et compagnie. Je pense qu'il y a un monde où si tu travailles correctement, tu peux t'en sortir. Mais après, c'est vrai que le sport au global, c'est un trou Afrique. C'est un trou Afrique. Merci Gazous pour le recep. Après, écoute, moi, si c'est pour être dans un énième fonds d'investissement américain ou un truc comme ça, on ronfle bien comme il faut. Imaginons que ce soit un milliardaire lyonnais. Un milliardaire lyonnais ou une grosse société lyonnaise, tu vois, un gars de la région. Pourquoi pas, on peut peut-être rêver, tu vois. On peut peut-être rêver. Oh là là. Alors, regardez ce tweet, vite fait, un petit mot vite fait. Je suis mort de la compo probable, l'équipe n'a mis que 10 joueurs. Manque soit Tessman, soit Yaremchuk, j'imagine. Et quand on regarde la compo probable, Grave, Atebour, Niakate Mata, Maitland Niles, Narte, Morton, Tolisso, Abner, Sulch. Alors c'est simple, si c'est Tessman dans cette compo, en joueur vraiment offensif, t'as Sulch. Alors après, on sait que Tolisso, il appelle dans le dernier tiers. On sait que Abner, de temps en temps, il y va aussi. Bref, on sait qu'il y a plein de trucs. Mais merci Théborel pour le recep. Gagner contre Nice avec cette compo, c'est pas facile. Attends, est-ce qu'ils vont un peu mieux Nice? Ils ont repris des couleurs, non? Ou ils sont toujours aussi spermiques? Voilà, je pose la question, vraiment. Le calendrier niçois. Allons voir. Tolisso n'est pas mort, non, il vient de revenir. Alors, Nice, ils ont fait 0-0 contre Monaco. Ok. Victoire contre Montpellier en Coupe de France. 2-2 Brest. Défaite Ludogorets. Et victoire Nantes. Et victoire Go Ahead Eagle. Donc ok, Nice sur les 6 derniers matchs, c'est un peu moins immonde hein, quand même. Sur les 6 derniers matchs, Nice, c'est qu'une seule défaite. Hein. C'est contre Ludogorets, mais c'est qu'une seule défaite. Donc, bon, ok. Ils ont corrigé, ils ont mis Tessman. Bah, si c'est Tessman, on n'a vraiment pas beaucoup de joueurs offensifs. Après, en soi, joueur offensif, si l'animation peut être très offensive, tu vois, mais bon. En soi, en Ligue 1, ils sont sur 3 matchs sans défaite.
5 points sur 9. Merci Lulu Bluecoot pour lancer. Merci les gars pour les subs, ça fait plaisir. Donc écoute, Nice... On parle de Nice ou du Barça de Guardiola, on est l'OL, bordel, on doit pas avoir peur de cette équipe. Oui, bon. Les gars, vous savez que ça n'a jamais été un flex de oh, on est l'OL, on n'a pas peur. Ce que j'essaye de dire, les gars, c'est que globalement, les dernières victoires qu'on a eues sont quand même assez poussives et on a beaucoup d'absents. Donc on va pas faire genre que ça n'a pas d'impact. J'espère qu'on gagne, évidemment, hein, je suis supporter. Mais c'est normal d'avoir quelques craintes quand tu regardes l'impact des absents. Il n'y a pas Hendrick, il n'y a pas Kluivert, il n'y a pas Moreira. Tu n'as aucun joueur de profondeur. C'est une équipe qui, sur les 6 derniers matchs, n'a perdu qu'une fois. On est sur une longue série, donc les séries sont aussi faites pour s'arrêter à un moment. Les gars, si on ne gagne pas demain, si on fait nul ou défaite, genre, on n'a pas d'ailier là en fait. Genre, c'est une compo, donc tu rajoutes juste Tessman, mais il n'y a pas d'ailier. Jouer sans ailier, c'est pas contre une équipe qui va un peu mieux, qui va essayer d'aller tirer son braco demain. Les gars, genre je vous dis, faut rester humble. Genre faut vraiment rester humble. Genre après, moi je vais supporter, j'espère qu'on gagne. Tu vois, ils nous ont battus au match aller. Alors au match aller, on a vraiment manqué de réussite, on avait 500 fois plus d'occasions qu'eux. Et attention. Quand tu regardes leur 11, on a beau dire ce qu'on veut, c'est pas que des joueurs de merde, tu vois. Donc on a les absents de longue date et on a les absents récents, donc attention. Le match contre du week-end dernier, on gagne avec 3 poteaux, hein, si jamais. 3 poteaux, c'était très très chaud. Hein. Donc vas-y, on verra ce que ça va donner. On n'est pas d'un but de Soulch qui marque avec son paf, ouais, c'est possible. Après, il y a Yaremchuk qui sera là, peut-être. On verra ce que ça va donner. Mais le match de demain, moi, je suis pas dans l'ultra confiance. Inch'Allah, on espère gagner, évidemment. On espère gagner demain. On sera là. Regardez-moi ce beau maillot fait par le frère Mats Drawing, pardon. C'est joli, ça. Très, très, très joli. Le gros point fort, c'est que c'est à domicile de fou. Quel maillot. Merci à Tominho pour le save. Magnifique. Vous avez vu ce truc? C'est beau, ça. Très, très beau. Tu vas au stade, je me chaufferai demain. Voilà, je verrai demain si je me chauffe ou pas. Merci 10 mai pour le receb. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Attendez, j'ai envoyé un message à Yous, je lui ai dit lance PFC. Hop. Hop. Yous, il m'a dit tu veux y aller? Les gars, PFC lance, en vrai. PFC lance, en vrai. Ah, ce serait fabuleux, PFC lance. Moi, ça me parle. Moi, ça me parle. Mais t'as un match à 18h30, je sais. Mais PFC Lens est à 21h05. Le match à 18h30 sera fini vers 20h20, 20h25. J'habite à 20 minutes de Jambouin. En vrai, les calculs, ils sont pas si fous que ça. Non? Les calculs sont pas si fous que ça. Et après, c'est réel, hein. Hendrick et Moreira absents face à Nice. Comment l'OL peut remplacer ces deux moteurs offensifs? Tiens, on continue. Les absences d'Hendrick et Moreira, les deux attaquants extérieurs de profondeur, obligent Paulo Fonseca à modifier son approche tactique. Ok. À force d'avaler les kilomètres à défendre, Moreira a momentanément rendu les armes. Côté gauche, le jeune attaquant est l'un des moteurs de l'assise défensive rodanienne. Il assure aussi la profondeur réclamée par Paulo Fonseca. Et en l'absence de ces deux dragsters extérieurs, l'OL doit adapter ses plans. Et attention, parce que si on tient le ballon, à un moment, Yaremchuk va pouvoir être utile, je le pense.
L'équipe récupère déjà 2 forces vives. D'abord son meilleur joueur sur la durée, son capitaine Corentin Tolisso. Donc ça fait plaisir, Tolisso de retour. Wouhou. Et Paolo Fonseca adore sa perception du jeu immédiate, menace pour l'adversaire, mais aussi ses appels incessants qui donnent le chemin à ses partenaires et contribuent autant à la profondeur à ses yeux qu'Hendrick et Moreira. Tolisso sera une première solution alternative. Il devrait renforcer le milieu à la gauche de Morton, pointe basse, sur la même ligne que Nartet à droite, dans un 4-3-3 qui se regroupe en 5-4-1 à la perte de balle. Et le deuxième renfort se nomme Yaremchuk. J'espère que Yaremchuk va marquer. Recruté pour remplacer Satriano, l'attaquant s'est remis d'une douleur à un de ses mollets qui lui a fait manquer 2 rencontres. L'avant-centre ukrainien a relativement peu joué en Grèce. Fonseca n'a pas pour habitude de prendre le moindre risque quand ses joueurs reviennent de blessure. Il ne devrait pas le titulariser. Par contre, je pense qu'il va pouvoir rentrer. Préciser pouvoir l'associer en pointe fixe à un deuxième attaquant plus libre et plus mobile, comme par exemple Soulch. Ce serait une possibilité en cours de match. Enfin, les jeunes issus de l'académie offrent d'autres options tactiques, mais peu de certitudes défensives. Rémi Imbert, Khalis Mera, éventuellement. La compo probable. Merci Bab pour le recep. Grave, Mata, Atebour, Niakate, Maitland, Niles, Nartet, Tessman, Morton, Tolisso, Abner, Soulch. Qu'un seul attaquant de métier, mais avec Tolisso également, éventuellement Nartet aussi, on peut peut-être espérer quelque chose. C'était comment le match en Grèce? C'était bien. Franchement, c'était bien. J'ai fait Olympiakos Panathinaikos et c'était très stylé. Mais alors, l'Olympiakos, qui n'avait pas perdu depuis, je crois, octobre ou novembre, ils ont perdu 1-0 et ils ont fait un match immonde. Ils ont vraiment fait un match immonde. L'Olympiakos a perdu 1-0, genre. C'était noir. Mais je vous ai fait un vlog Athènes. Ça sortira pas ce week-end, mais je vous ai fait un vlog Athènes. Voilà. Moi, je vous le dis. Il y a des milliardaires à Lyon qui ont la fortune nécessaire pour mettre 500 millions dans l'OL. Venez, on demande à ChatGPT. Hop. Ça va demander. Bonjour, chef. Est-ce qu'il y a un milliardaire lyonnais capable de racheter l'OL selon toi en termes de finances? Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte ChatGep? S'il dit Olas, je suis abattu. Est-ce qu'il existe un milliardaire lyonnais capable financièrement de racheter l'OL? Voici une réponse claire et factuelle. Où est l'actionnariat? Ce rachat a valorisé l'OL autour de 800-900 millions. Du coup, racheter le club aujourd'hui ne se ferait pas autour de 50-100 millions comme d'autres clubs français. Il faudrait un montant plus du milliard d'euros ou plus. Non, vas-y frère, on est plutôt dans les 500 en réalité. Je pense 4 ou 500 parce que t'as quand même un stade. Alors, Alain Mérieux, fortune familiale estimée à 6,5 milliards d'euros, bordel, dans le secteur de la biotechnologie, Biomérieux. La famille d'Entresangles, Norbert d'Entresangles, 3,3 milliards. La famille Lescure, groupe Seb, 2,6 milliards. Michel Rébier, hôtellerie investissement, 2,4 milliards. Christian Latouche, service pro, 2,2 milliards. La famille de Gandry, Baguenot de Puchès, et tout le toin là, 1,3 milliards. Ces familles sont bien installées dans le top des fortunes lyonnaises, mais on est loin des 10 plus milliards de valeur nécessaires pour envisager un rachat d'un club valorisé 800 millions, 1 milliard. Bon, l'OL ne vaut absolument pas 800 millions, 1 milliard actuellement. Textor avait surpayé, l'OL à l'époque avait moins de dettes. Maintenant, actuellement, l'OL a des soucis avec tu vois, tout ce qui est contrôle financier, FIFA, etc. A une dette plus élevée. Genre, actuellement, l'OL doit valoir 2 fois moins cher que ce que Textor l'avait racheté. Hein. Donc, mais ok. Genre, Alain Mérieux. Monsieur Mérieux, t'as pas envie de te faire kiffer, monsieur Mérieux? Venir dans le football, non? Non? Ça te dit pas? Ce bâtard, il m'a juste copié l'article. Oh, je suis mort. Bref, ok, intéressant. Intéressant. Le Groupama Stadium, ça vaut combien, Zach? Ça vaut plusieurs centaines de millions. Parce qu'en fait, t'as toute la valeur de l'endroit autour, t'as le stade, t'as les machins. Genre, le tout doit valoir dans les 350, 400, peut-être 500. Hein.
Mais moi, à l'époque, j'étais. Parce que j'ai déjà discuté avec des gens, etc. Et il y a une personne qui m'avait dit, je me rappelle même plus qui, mais il y a une personne qui m'avait expliqué un truc. Je vous donne l'info. Je sais pas à quel point c'est vrai ou autre, mais c'était une personne du business, un peu du milieu. Et elle m'avait dit, qui apparemment avait été autour du deal de Textor à l'OL. Et la personne m'avait expliqué un truc. Elle m'avait dit qu'une des raisons pour laquelle l'OL avait été racheté par Textor, c'est parce que la banque reine qui avait été mandatée pour trouver un racheteur, un repreneur, bref, appelez ça comme vous voulez, la banque reine, en gros, elle avait poussé Textor auprès de Olas et des autres personnes qui avaient des parts à l'OL, parce que Textor était l'un des seuls racheteurs qui acceptait de payer la banque, grosso modo, des deux côtés. C'est-à-dire que la banque avait pris un pourcentage, enfin un cut côté, du coup, vendeur, c'est-à-dire parce qu'elle avait été mandatée pour vendre, mais également côté rachat. Et en fait, la banque avait pris à l'aller et à la sortie, enfin à l'entrée et à la sortie. Et grosso modo, c'est pour ça qu'elle avait vraiment genre poussé le profil de John Textor. Et c'était un des trucs qui avait facilité son rachat. Textor qui lui a dit oui, oui, je vous donnerai des sous si vous me poussez auprès des racheteurs, enfin des revendeurs, pardon. Donc voilà, voilà. Comme ça, vous avez ce que j'ai à vous dire. Tu live jusqu'à quelle heure Je sais pas. Comme ça. Hein. On a bien vu ce qu'il en a fait Textor, bah, des super choses. Des super choses. Et le groupe LDLC, ils ont pas 500 millions à mettre dans l'OL, non, je pense.